On estime que chaque année aux États-Unis, environ 4500 corps non identifiés sont découverts. Les causes peuvent être multiples: absence de documents d'identité sur la victime, aucun signalement de disparition, pas de proches pour réclamer le corps ou encore aucune correspondance ADN avec les fichiers de la police ou personnes immigrées sans papier. Bien entendu, au fil des mois et des années qui passent, beaucoup de ces cadavres finissent par être identifiés. Mais d'après le département national de l'Institut de justice américain, il y aurait actuellement près de 40 000 victimes qui n'ont jamais pu être confondues. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable d'une adolescente américaine victime d'un terrible crime et que la police n'a pas été capable d'identifier pendant plus de 35 ans. Jusqu'au jour où un concours de circonstances va finalement permettre de lever le voile et de mettre un nom et un visage sur cette jeune femme. Nous sommes dans la petite ville de Caledonia, dans l'État de New York, aux États-Unis. Dans la matinée du 10 novembre 1979, alors qu'il travaille son champ, un agriculteur remarque des vêtements de couleur rouge au milieu de ses épis de maïs. Croyant d'abord devoir chasser un intrus venu voler dans ses récoltes, il tombe en réalité sur le corps sans vie d'une jeune femme. Le fermier paniqué appelle rapidement la police qui est dépêchée sur place. Les premières constatations sont faites, la victime est entièrement habillée et ne porte aucun signe d'agression sexuelle. Les enquêteurs découvrent assez vite que la mort est probablement due à une importante hémorragie au niveau de la tête et du dos causée par une arme à feu. La blessure à la tête montre qu'elle a été abattue par derrière et la plaie d'entrée de la balle suggère qu'elle a été attaquée par surprise. Les poches de ses vêtements ont été retournées, signe que son meurtrier l'a fouillé et qu'il a sans doute emporté avec lui ses papiers d'identité et des preuves potentielles. Seuls seront retrouvés sur elle un collier en argent avec 3 petites pierres turquoises ayant l'apparence artisanale et ressemblant à des répliques de bijoux amérindiens fabriqués dans le sud-ouest des États-Unis. On retrouvera aussi 2 porte-clés complémentaires attachés au passant de la ceinture de son pantalon avec l'inscription « Celui qui détient la clé peut ouvrir mon cœur ». L'autopsie pratiquée plus tard par un médecin légiste révélera que l'adolescente a reçu une première balle à la tête alors qu'elle marchait sur la route bordant le champ de maïs. Puis elle a été traînée au sol dans le champ où elle a reçu une deuxième balle dans le dos avant d'être laissée pour morte. L'expert estime que la victime a entre 13 et 19 ans. Elle mesure 1,60 m pour 54 kg. Il va également remarquer que son corps présente des traces de bronzage alors qu'il fait froid dans l'état de New York à cette période de l'année, suggérant qu'elle était peut-être passée récemment par la Floride, le sud de la Californie ou le nord du Mexique. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Caledonia la nuit de sa mort ont emporté avec elles une grande partie des preuves médico-légales potentielles comme des éventuelles traces ADN de l'auteur du crime. Les enquêteurs vont bien entendu consulter tous les rapports de personnes disparues dans la région et même dans le pays sans parvenir à faire un lien avec leurs victimes. Et impossible de savoir qui est cette adolescente. Aucune piste, aucun témoignage et aucune famille pour se plaindre de la disparition de leur fille. Les enquêteurs surnommeront la jeune femme la Caledonia Jane Doe, John ou Jane Doe étant les noms donnés aux personnes non identifiées aux États-Unis et pourraient se traduire par Madame X. En 2006, près de 30 ans après les faits, les enquêteurs vont faire analyser en laboratoire les vêtements que portait la victime le jour de son meurtre pour y faire des analyses de pollen et peut-être en apprendre davantage sur le lieu d'où elle venait.
Et ces analyses vont révéler du pollen de pin australien, arbre envahissant qui ne pousse que dans certaines zones restreintes des États-Unis. C'est le cas du sud de la Floride, du sud du Texas, de certains campus de l'Arizona et de 3 régions de Californie. Les chercheurs pensent que la région du sud de la Californie et de San Diego est le meilleur emplacement géographique pour la correspondance des empreintes de pollen. Sur la base de ces nouvelles preuves et des lignes de bronzage visibles sur le corps de la jeune femme, les médecins légistes ont suggéré qu'elle vivait dans le sud-ouest des États-Unis, près de San Diego, puis qu'elle avait voyagé peut-être en autostop à travers les montagnes de la Sierra Nevada, où se trouvaient des épicéas et des bouleaux, puis passé par Reno, ville du Nevada, et finalement traversé le pays jusqu'au nord de l'État de New York. Mais après cela, l'enquête n'avancera plus et se transformera en cold case. Les années vont passer et alors que plus personne ne pensait pouvoir un jour mettre un nom sur ce destin brisé, le temps va finir par révéler ses secrets. Nous sommes dans les années 2010 et une femme surfe sur les réseaux sociaux avec une idée en tête, retrouver ses anciens camarades de lycée pour savoir ce qu'ils sont devenus. Elle tape le nom et le prénom d'une bonne amie qu'elle fréquentait à l'époque dans le moteur de recherche, mais rien. En revanche, elle va tomber sur le profil de sa demi-sœur Pamela et lui envoyer un message. En guise de réponse, elle apprendra que son amie d'enfance a disparu depuis des décennies et que Pamela ne l'a plus jamais revue. Intriguée et après avoir longuement discuté avec elle, elle va pousser Pamela à se rendre à la police pour savoir s'ils ont des informations et faire un dépôt d'échantillons ADN. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais grâce à ce geste, ils sont sur le point de résoudre une partie importante d'un mystère vieux de plus de 35 ans. Trouver l'identité de Tammy Alexander, 16 ans, l'adolescente assassinée et abandonnée dans un champ de maïs en 1979. Le 26 janvier 2015, l'ADN match enfin et Tammy Alexander est officiellement identifié. Sa famille, notamment sa demi-sœur Pamela et son ami de lycée, vont enfin savoir ce qui lui est arrivé. Tammy est née le 2 novembre 1963 et a grandi à Atlanta au cœur d'une famille turbulente composée de sa mère, de son beau-père et de sa demi-sœur. Des parents accros aux substances chimiques. Après le lycée, elle a travaillé comme serveuse dans un relais routier. L'adolescente était une fugueuse régulière à cette période, peut-être pour échapper à sa situation familiale. Lorsqu'elle décidait de fuir son domicile, elle faisait parfois du stop auprès des camionneurs et disparaissait. Elle avait notamment disparu un jour accompagnée d'une amie et avait voyagé jusqu'en Californie. Mais arrivées sur place, les deux jeunes femmes avaient contacté leurs proches pour se faire payer des billets d'avion retour. Mais sa fugue au printemps 1979 sera la dernière. Pamela, qui n'a plus jamais eu de nouvelles de Tammy, avait toujours gardé l'espoir qu'elle ait refait sa vie loin d'ici, qu'elle était heureuse avec un mari et des enfants. Elle déclara même « Je pensais qu'elle voulait juste partir et tout recommencer ». Mais il n'en est rien. On pense qu'elle a fui en faisant de l'autostop depuis le relais routier où elle travaillait. Elle a malheureusement été assassinée seulement quelques mois après s'être enfuie de chez elle. Pamela pensait qu'un rapport de personnes disparues avait déjà été déposé par sa mère à l'époque, mais que celui-ci n'avait pas été pris au sérieux en raison des antécédents de fugue de Tammy. Elle apprendra de la part des enquêteurs que ça n'a apparemment jamais été le cas. Maintenant que la victime est formellement identifiée, il va falloir s'atteler à retrouver le coupable de son meurtre. La police va bien entendu déterrer l'enquête qui avait été menée à l'époque et on va y apprendre quelques informations importantes.
Il semblerait que des milliers de pistes aient été suivies dans cette affaire sans succès. On sait en revanche que Temi a été vue pour la toute dernière fois en compagnie d'un homme blanc, plus âgé qu'elle, mesurant entre 1m75 et 1m80, portant des lunettes noires à monture métallique et conduisant un break de couleur beige. C'est la serveuse d'un restaurant de diner de Lima, ville voisine de Calédonia, qui a apporté ce témoignage à l'époque, et elle racontera aussi que c'est cet homme qui a réglé la note pour les repas. C'était quelques heures seulement avant que Temi ne perde la vie. Un portrait robot de cet homme, principal suspect, sera rendu public dans la presse. Durant l'autopsie de Temi pratiquée en 1979, on avait en effet retrouvé dans son estomac du maïs doux, des pommes de terre et du jambon en conserve, correspondant au type de plat servi dans le restaurant en question. Malgré ces informations, aucune piste sérieuse ne semble se dessiner, même 35 ans après les faits. Alors qui est l'assassin de Temi Alexander ? En 1984, le tueur en série Henry Lee Lucas a avoué le meurtre de la jeune femme non identifiée sans pour autant pouvoir l'identifier lui-même. Les enquêteurs n'ont pas pu trouver suffisamment de preuves pour étayer les faits et pensent qu'il s'agit de faux aveux. Autre piste, à une certaine époque, un shérif aujourd'hui à la retraite a émis l'hypothèse que Christopher Wilder, connu pour une série de meurtres de femmes dans les années 80, pourrait en être le responsable. Cette théorie a été fondée sur le fait que ce criminel portait beaucoup d'intérêt pour les courses automobiles et la veste que Temi portait le jour de son meurtre était justement une veste d'une marque de sport automobile. Une veste promotionnelle qui avait été distribuée à un événement précis et qui n'était pas trouvable dans le commerce. Malheureusement, Christopher Wilder a été tué dans une fusillade avec la police en 1984, avant qu'un interrogatoire sur l'affaire ne puisse avoir lieu, emportant avec lui ses sombres secrets. La police suppose que l'arme du crime utilisée par le tueur était une arme de poing de calibre 38. Une balle a été retrouvée plantée dans la terre sous le corps de Temi. Elle a été comparée à des centaines d'autres balles tirées par des armes confisquées. Malgré les efforts des enquêteurs pour retracer ces armes provenant des États-Unis, du Canada, d'Europe et du Mexique, la balle n'a pas pu être associée à une arme spécifique. Le FBI a même participé à une campagne d'affichage publicitaire dans tous les États-Unis dans l'espoir de réveiller les mémoires et d'obtenir un maximum de témoignages pour ouvrir d'autres pistes. En fin d'année 2015, les autorités ont déclaré avoir reçu beaucoup plus d'informations depuis que Temi Alexander a été identifié. Suffisamment peut-être pour élaborer un scénario des événements qui ont conduit l'adolescente à se rendre à Calédonia. En 2020, il a été annoncé que l'ADN masculin finalement retrouvé sur les vêtements de la victime était désormais testé dans les bases de données nationales à la recherche de personnes ayant un lien familial avec le tueur. Malgré toutes ces démarches, aucun résultat probant jusqu'à présent. Quelques mois plus tard, à l'occasion de ce qui aurait été le 57e anniversaire de Temi, et comme pour lui rendre un dernier hommage, des enregistrements sur cassette d'un message qui était adressé à son petit ami à l'époque sont rendus publics par le bureau du shérif. Hi Kevin, how you doing? I'm fine. That was nice to hear from you. I'm very glad to get your letter. Oh, that was cool. I'm looking at a postcard that says Moon over Miami. The alluring beauty of moonrise shimmering over the Atlantic Ocean in Florida. It's got two palm trees, the moon, the ocean, and a girl in a white shirt and black pants on it, and it's blue. Beautiful.
I gotta go now, so you take care and be careful. Sa voix aurait été enregistrée en juillet 1979, quelques semaines seulement avant son ultime fugue. Temi restera enterré dans le cimetière où son corps avait été inhumé initialement, sa pierre tombale étant remplacée par son nom et ses dates de naissance et de décès. Auparavant, sa tombe indiquait « N'oublions pas, une fille non identifiée ». Il aura fallu plus de 35 ans pour résoudre une partie du mystère et identifier et donner un visage et un nom à la Caledonia Jane Doe. Mais aujourd'hui encore, plus de 3 décennies après le crime, le meurtre de Temi Alexander demeure un cold case non élucidé. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la commentant et la partageant. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et de mon côté, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour de nouvelles histoires vraies.